La Révolution française. On pense tout de suite à des mots immenses, liberté, égalité, fraternité. Des idées qui ont tout balayé sur leur passage. On a proclamé les droits de l'homme comme une vérité gravée dans le marbre. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que dans cette grande promesse d'universalité, il y a comme une ombre, un non-dit. Voilà la question qui nous hante tout au long de cette histoire. Parce que c'est bien beau de parler d'égalité pour tous, mais au cœur même de ce projet grandiose, il y a une contradiction énorme. La moitié de l'humanité, les femmes, eh bien, elles semblent avoir été oubliées. Et cette incohérence, certains l'ont vue tout de suite. Dès 1790, à peine la Révolution lancée, une voix s'élève. C'est celle du philosophe Nicolas de Condorcet. Et il met les pieds dans le plat. Avec une ironie assez cinglante, il demande en gros « Comment peut-on sérieusement parler d'égalité tout en ignorant complètement les droits de 12 millions de femmes ?» Sa question, elle est rhétorique bien sûr, mais elle expose une faille immense dans les fondations même de la Révolution. Sauf que les femmes de la Révolution, elles n'ont pas attendu qu'on débatte de leur sort. Non, elles étaient des actrices de premier plan, bien décidées à passer des blés de parole aux actes concrets, et à prendre la place qui leur revenait. Alors là, il faut bien mesurer ce qui se passe. En pleine ébullition révolutionnaire, dans un monde où la politique est une affaire d'hommes, deux citoyennes, une chocolatière et une comédienne, créent un club politique réservé aux femmes. C'est un geste d'une audace folle pour l'époque. Elles ne demandent pas la permission, non, elles prennent la parole, elles créent leur propre espace de pouvoir. Ce qui est absolument dingue, c'est la vitesse à laquelle tout ça se produit. Regardez les dates. En à peine 6 mois, ce mouvement est né, il s'est organisé et il a été écrasé. Cette petite fenêtre d'expression politique pour les femmes, elle s'est ouverte et refermée à une vitesse vertigineuse. Ça montre à la fois leur courage et l'extrême fragilité de leur position. Et leurs demandes sont tout sauf timides. Bien sûr, elles parlent du prix du pain, des préoccupations de tous les jours. Mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Elles exigent le droit de porter les armes pour défendre la patrie, exactement comme les hommes. Elles réclament les pleins droits de la citoyenneté. En clair, elles ne veulent plus être des spectatrices, elles veulent qu'être des actrices, des gardiennes en armes de la Révolution. Mais, au moment même où ces femmes revendiquent plus de place, un événement va tout faire basculer. Un seul acte de violence politique, mais commis par une femme. Et ça va cristalliser toutes les angoisses et servir de prétexte idéal pour leur fermer la porte au nez. On a là un vrai choc des idéologies. D'un côté, Jean-Paul Marat, surnommé l'ami du peuple. C'est le journaliste radical, l'idole des sans-culottes de Paris, celui dont la plume appelle à la plus grande fermeté. Et de l'autre, Charlotte Corday, une jeune femme de la petite noblesse normande qui soutient une révolution bien plus modérée. Pour elle, Marat est un tyran, un monstre qui pousse la France vers la guerre civile. La collision était presque inévitable. Et l'acte en lui-même, il est d'une audace et d'une froideur absolument sidérantes. Elle fait le voyage jusqu'à Paris avec un seul objectif. Elle prétexte d'avoir des informations sur des traîtres pour se faire recevoir par Marat. Lui, il la reçoit dans sa baignoire où il doit passer des heures pour soigner une maladie de peau. Et c'est là, dans cette position de vulnérabilité totale, qu'elle le poignarde en plein cœur. L'onde de choc à Paris est immédiate. C'est un séisme. Et la réaction est fascinante à observer. À gauche, on a une vision presque journalistique, celle du peintre Howler. C'est brut, c'est sanglant. Corday est encore sur les lieux, le chaos règne, c'est le meurtre dans sa réalité crue. Et puis à droite, le chef-d'œuvre de propagande de Jacques-Louis David. Quelques mois plus tard, Corday a disparu. Marat est devenu calme, serein, presque un saint dans sa baignoire. Ce n'est plus un assassinat, c'est le sacrifice d'un martyr. La machine a créé des mythes élancés. Parce que la mort de Marat, c'est le début d'une bataille acharnée pour contrôler le récit, pour contrôler l'histoire. Alors, qui est le héros? Qui est le méchant? Eh bien la réponse, ça dépend complètement de qui la donne. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante, presque ironique. Les premières à construire le mythe de Marat, à le sanctifier, ce sont les femmes de la Société des Républicaines révolutionnaires, celles-là même qui se battaient pour leur propre émancipation. Elles organisent des funérailles grandioses, elles paradèdent avec ce qu'elles appellent ses reliques, sa baignoire, son encrier, et elles contribuent à en faire le grand martyr de la liberté. Cette fracture d'opinion, on la voit partout dans les images de l'époque. D'un côté, on a des œuvres comme Le Triomphe de Marat, où il est porté en héros par la foule, tel un saint des temps modernes. Et de l'autre, le contraste est total. Des caricatures féroces qu'il représente, lui et ses partisans, les sans-culottes, comme des brutes sanguinaires, des buveurs de sang. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit on est un dieu, soit on est un monstre. Et cette guerre des images, elle traverse même la Manche. En France, la propagande officielle dépeint Charlotte Corday comme une furie, un monstre hideux manipulé par des traîtres. Mais en Angleterre, l'ennemi juré, l'histoire est complètement différente. Là-bas, elle est vue comme une héroïne, une nouvelle Jeanne d'Arc qui a eu le courage de terrasser un tyran.
La presse officielle française, elle, ne fait pas dans la dentelle. Écoutez bien les mots employés. On ne se contente pas de condamner son crime, on l'attaque sur son physique, sur sa féminité. C'est une virago, elle est malpropre, commune. L'objectif est limpide, la déshumaniser, lui enlever toute possibilité d'être vue comme une héroïne, pour s'assurer que personne n'ait l'idée de suivre son exemple. On arrive au point de bascule. D'un côté, on a un mouvement politique de femmes qui prend de l'ampleur et qui dérange l'ordre établi. De l'autre, l'acte de violence politique le plus spectaculaire de la période, commis par une femme. La fusion des deux va créer une véritable tempête, et cette tempête va être fatale aux droits des femmes. Pour beaucoup d'hommes qui dirigent la révolution, le calcul est vite fait. L'activisme des femmes, c'est dérangeant. L'assassinat commis par Corday, c'est le prétexte en or qu'ils attendaient. Ça devient la preuve que les femmes en politique s'amènent au chaos, à la violence, que leur vraie place est à la maison. La peur et sans doute un certain conservatisme l'emportent sur les beaux principes d'égalité. Et voilà, le coup de grâce. Le 30 octobre 1793, quelques mois à peine après la fondation de la société, la Convention nationale vote une loi. Une loi simple, nette et sans appel. Tous les clubs féminins sont interdits. Fin de l'histoire. Pourtant, pendant les débats, une voix a tenté de s'élever, celle du député Charlier. Il a posé la question, une question d'une logique implacable. Si les femmes font partie du genre humain, comment peut-on leur retirer ce droit commun? C'est imparable, non? Eh bien non. Face à la peur et aux préjugés, la logique ne pèse pas lourd. Sa défense a été balayée. Le décret est passé. La conséquence est brutale et immédiate. Ce n'est pas juste un club qui ferme. C'est la fin de toute expression politique organisée pour les femmes, et ce, pour des décennies. La porte qui s'était à peine entr'ouverte n'est pas seulement refermée, elle est verrouillée à double tour. La belle promesse d'égalité universelle, elle avait des conditions en petit caractère. Tout ça nous laisse avec une question qui va bien au-delà de la Révolution française. L'histoire de Marat, de Corday et des républicaines révolutionnaires nous montre que le pouvoir de décider qui est un héros et qui est un méchant, c'est peut-être le plus grand pouvoir qui soit. C'est le pouvoir d'écrire l'histoire elle-même.